Ok, on va pouvoir y aller. Eh bien, merci à toutes et à tous de m'avoir rejoint, on va dire, pour cette session pour un Tool in Action où je suis désolé d'ailleurs par avance parce que je vais pas pouvoir vous faire démo pour deux contraintes, c'est que j'ai pas eu les droits en fait de vous pouvoir vous montrer un petit peu la CLI. Bon, par contre, il y a quand même quelques démonstrations rapides, mais qui n'est pas celle de Deezer. Et aujourd'hui, je vais quand même vous parler du coup de ce que j'ai appelé moi le CLI Driven Developer Experience, l'ingrédient secret d'une équipe alignée. Vous allez comprendre pourquoi. Et plus exactement, comment on va pouvoir transformer le toil d'une entreprise en autonomie avec une simple CLI. Donc ça, c'est un peu la promesse. Et surtout, comment on peut transférer l'intelligence à travers des process traduits dans de simples commandes accessibles à n'importe qui au niveau de vos équipes. Alors, je vais me présenter rapidement. Je vais faire un petit 36-15 ma vie, même si j'ai jamais connu le Minitel. Je m'appelle Julien Brio, donc j'ai 27 ans d'uptime. Je suis salarié chez Deezer et je suis bénévole au Resto du Cœur. J'ai lancé un projet il y a maintenant presque 5 ans, un truc qui s'appelle le Cloud du Cœur. Qui en a déjà entendu parler? Waouh. Trop bien. Eh ben, ça tombe bien parce que justement, ce projet, vous allez voir, les deux sont un peu en lien. Et puis, vous me retrouverez sur les réseaux avec le handle Johnny5, qui est en référence au robot juste là, hein, qui est Johnny5, le Wally raciste des années 80. Bref, je suis également DJ, ça m'arrive de temps en temps. C'est d'ailleurs pour ça aussi que, en partie, j'ai rejoint Deezer. C'est que j'ai une forte appétence pour la musique, donc voilà, ça m'arrive de mixer des fois dans des conférences. Là, en l'occurrence, c'était pas une conférence, c'était un festival. Voilà, c'est tout. Et il y a un sujet particulièrement qui, moi, me tient à cœur. Je me suis toujours posé la question de comment on pouvait réellement régler cette histoire de DevOps et surtout comment, plus exactement, on peut unir les devs et les ops efficacement. Alors, j'ai donné pas mal de conférences sur le sujet. J'ai donné une conférence il y a 2 ans ici à Devox sur Pulumi. Donc, qui connaît Pulumi juste par curiosité? Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Pulumi, si vous voyez Terraform, c'est à peu près la même chose, mais avec du vrai code. Donc Python, ce que vous voulez, enfin bref, c'est du vrai code pour pouvoir justement déclarer votre infrastructure. Et une autre conférence que j'avais donnée sur OctoDNS. OctoDNS qui est un outil qui nous permet de gérer de manière agnostique les records DNS, donc que vous soyez sur du cloud, l'on-prem, peu importe. C'est toujours la même manière d'écrire des records DNS. Et donc voilà comment justement avec ce projet-là aussi, on avait, nous côté Deezer et ensuite côté Resto du Cœur, on a pu justement faire en sorte que tout le monde puisse créer des records DNS sans être forcément Ops. Et ça, je l'explique dans cette conférence. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un projet qui, habituellement, c'est l'inverse, hein. C'est des projets qui naissent chez Deezer et qui sont copiés après chez les Restos du Cœur, parce qu'on a copié plein de bonnes choses de Deezer au Resto du Cœur. Là, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que la CLI est née au Resto du Cœur et ensuite ce projet a grandi aussi chez Deezer. Je l'ai poussé chez Deezer et ça a été pris en compte chez Deezer. Bon, pour rapidement parler du Cloud du Cœur pour que ça parle un peu plus aux personnes à qui ça ne parle pas. Actuellement, le Cloud du Cœur, en fait, c'est un projet où on héberge, on va dire, tous les besoins informatiques des Restos du Cœur et on fournit une plateforme d'observabilité, une plateforme d'hébergement web mutualisé et une forge logicielle. Et on est déployé sur 3 régions, donc Chartres, Paris et Marseille. Ne me demandez pas pourquoi Chartres. Euh, bon, historiquement, c'est parce que c'était là où on était installé. Et il y a un truc que l'on s'est dit tout de suite lorsqu'on a cherché à créer cette infrastructure, ce qui est d'ailleurs la même chose qu'on s'est posé aussi côté Deezer, c'est globalement tout ce que l'on fait, tout ce que l'on utilise comme outil doit être API. Alors pourquoi? Justement, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et ce qui est important quand même pour vous représenter un peu le contexte, on va dire, de toute cette conférence, c'est que quand moi je suis arrivé à la fois chez Deezer, mais aussi quand j'ai lancé cette équipe au Resto du Cœur, en termes d'organisation, je suis passé de 1 à 13 personnes pour les Restos du Cœur. Bon, Deezer, on était déjà beaucoup plus nombreux. Il y a eu pas mal de choses qui ont fait que justement la CLI s'est imposée rapidement comme un levier, on va dire, d'alignement au niveau de l'équipe. La première chose, c'est les frictions.
Alors, quand je parle de friction, c'est principalement lorsque j'entends, par exemple, telle équipe a telle manière de faire, telle autre équipe a telle autre manière de faire, sauf que c'est pour faire exactement la même chose. Bah là, ça crée naturellement des frictions, puisqu'il n'y a pas du tout de manière unique de faire les choses. Ensuite, on va avoir le silotage justement de ces équipes. On va avoir les devs qui vont créer encore une fois des choses de leur côté, les ops aussi. Ils ne parlent jamais entre eux, c'est un véritable problème. Le troisième constat, c'est qu'on s'est très rapidement rendu compte aussi qu'il y avait pas mal d'outils disparates. C'est-à-dire que les ops utilisaient majoritairement Terraform, les devs utilisaient majoritairement Pulumi. C'est embêtant parce que c'est deux outils qui font la même chose, mais ils n'ont pas du tout la même manière, la même approche, on va dire, pour y arriver. Donc comment est-ce qu'on peut y répondre? Et puis, alors celui-là, je vais vous laisser parce que j'aime beaucoup ce GIF. L'apprentissage lent, parce que mine de rien, c'est bien, on va dire, d'avoir de la documentation qui est rendue accessible à n'importe qui, puisque c'est comme ça qu'on est organisé, mais reste que pour monter en compétences, l'onboarding est relativement très long, parce que justement, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis ça, c'est une résultante, c'est les contributions sont limitées. Une personne qui veut contribuer sur de l'infrastructure, une personne qui veut contribuer sur du développement, une personne qui veut contribuer sur du réseau, peu importe, c'est compliqué parce que justement, comme il n'y a pas d'élément central par rapport à tous ces besoins-là, hein, vu que l'équipe est mélangée, il faut être en capacité de pouvoir fournir justement un accès plus facile aux différentes contributions. Et puis surtout une perte d'autonomie. Une perte d'autonomie parce que, très rapidement, les personnes qui, sans la CLI justement, avaient besoin, en l'occurrence, moi je suis ingénieur réseau, qui avait besoin d'éclairer un nouveau subnet pour créer une nouvelle ressource sur le cloud, fallait qu'elle crée un ticket pour pouvoir le faire, alors qu'elle pouvait très bien le faire elle-même, du moment que c'était, organisé de sorte et que ça soit automatisé, on va dire, au niveau des process. Alors justement, je vous ai parlé d'organisation. C'est le moment où j'ai un petit peu honte. Alors là, en l'occurrence, je vous parle de ce qu'on a fait au niveau du Cloud du Cœur. Au niveau du Cloud du Cœur, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris l'organisation de Spotify. À savoir, on utilise le principe des chapters. Alors, qui en avait déjà connaissance de ce principe-là? Ok, donc quand même quelques personnes. Globalement, l'idée, c'est qu'on a l'équipe du Cloud du Cœur et à l'intérieur, on va regrouper par pôle de compétences. Donc la partie infra, réseau, sécurité, CRE et service accompagnement. Et à l'intérieur, on va retrouver des contributeurs. Ces contributeurs peuvent contribuer à un chapter ou à plusieurs chapters. Donc ça, c'était vraiment le besoin. C'est pour ça que, justement, naturellement, la CLI est apparue comme un langage commun sans devoir tout réinventer. C'est la CLI qui allait pouvoir faire en sorte, en tout cas, on estimait que c'était la CLI qui allait nous rendre la possibilité de pouvoir faire travailler tout le monde. Et on l'a vu, en fait, comme une interface universelle pour les différentes contributions. Alors vous allez me dire très rapidement, pourquoi une CLI? Parce que on pourrait parler de portail, s'il y en a qui ont utilisé notamment Backstage, ce genre de choses. Qui utilise Backstage ici pour du développement notamment? Ok, bon, quelques personnes. En l'occurrence, vous verrez pourquoi après plus tard, c'est pas forcément l'outil le plus adapté dans notre cas d'usage. Et le premier truc qu'on s'est dit, en voulant justement une CLI, c'est que déjà d'une part, comme je l'ai dit, le portail en lui-même n'était pas du tout adapté par rapport à notre fonctionnement, notre organisation. Et aussi, ce que l'on souhaitait très rapidement, c'était avoir quelque chose d'ouvert, de facilement contribuable, où les gens peuvent contribuer dessus assez facilement. On n'est pas tous des devs au niveau de cette équipe, en l'occurrence, et notamment, tout le monde n'a pas les compétences techniques pour pouvoir faire du front. Et donc, ce qui en a débouché très rapidement à justement aller sur une CLI ouverte, où tout le monde la peut contribuer. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on a deux CLI en l'occurrence, donc des ZRCTL, c'est plutôt pour Deezer, CDC-CTL, c'est pour le Cloud du Cœur, CDCTL, où les devs et les ops vont pouvoir proposer, on va dire, leurs différents workflows à travers justement cette CLI. Et ça, en l'occurrence, c'est possible parce que
notamment côté Ops, on utilise un truc qui s'appelle une CMDB, donc une Configuration Management Database, qui nous permet de stocker l'intégralité du nombre de nos machines, de nos IP, des DNS, ce genre de choses. Donc de rendre, on va dire, des éléments d'infrastructure accessibles à n'importe quel développeur. Un développeur qui souhaite créer un enregistrement DNS, historiquement, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une merge request sur OctoDNS, il créait son service. Maintenant, il a tout à fait aussi la possibilité de venir regarder ce qui est stocké dans Netbox et d'éventuellement en créer un s'il le souhaite. Il peut également se connecter sur une machine parce qu'il a accès à la donnée. La donnée lui est rendue publique. C'est là où vraiment on a voulu briser le silo entre les devs d'un côté et les ops de l'autre. Netbox est intéressant aussi parce que déjà il est totalement open source et puis surtout ce qui est important pour nous, c'est qu'il avait une lib, notamment Go, qui est disponible. Ce que j'expliquais à l'instant, c'est qu'on le voit ici, un contributeur, notamment Infra par exemple, va pouvoir demander justement de réserver une nouvelle IP pour une nouvelle machine de manière totalement autonome parce que justement il y a la CMDB qui est renseignée, elle expose des API qui sont consommés par la CLI de l'équipe. Donc on a testé pas mal de fausses solutions, notamment, comme je l'ai dit, le portail interne. La CI/CD aussi omnipotente, donc la CI/CD qui a beaucoup trop de droits. Et donc ça, c'est un vrai problème de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas resté sur ce modèle-là, parce que ça a été le tout premier modèle d'ailleurs qu'on a utilisé. Et puis aussi des docs. Mais le problème, c'est que les docs, il faut les maintenir. C'est un vrai sujet. Quand vous êtes deux actifs en permanence, ça peut être compliqué. Maintenant, c'est un peu moins le sujet, mais c'était un vrai sujet au démarrage. Et puis l'autre problème, c'est que les devs et les ops ne parlent pas forcément le même langage. En l'occurrence, nous, les devs, utilisaient majoritairement du Java, du Scala, ce genre de choses. Éventuellement aussi un peu de Go pour les microservices. Côté ops, on était plutôt sur du Python, du Bash, un tout petit peu de Go et un tout petit peu de Rust aussi. Donc vous imaginez le bazar, en fait, plein de langages différents, et le problème c'est que personne ne parle le même langage. Donc on en arrive à cette situation où globalement la team A envoie son script à la team B, sauf que le problème c'est que la team B ne fait pas de Python. La team C envoie son script à la team A, sauf que la personne de la team A est sur Windows, donc comment exécuter du bash. Enfin bref, vous voyez le bazar. Et donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on n'est pas parti. On s'est dit, est-ce qu'on ne partirait pas sur Bash? Parce qu'à l'origine, c'était surtout des ingé infra. Et s'il y a des gens qui font du Bash ici, on s'accordera, je pense, à dire que globalement, le Bash, la syntaxe est extrêmement particulière, peu expressive et surtout difficile à maintenir. S'il y a des gens qui ont géré des services système, enfin des services en Bash, heureusement qu'il y a systemd qui est arrivé entre-temps. Et puis il a surtout la gestion des erreurs qui est manuelle, donc ce fameux if $, bref, c'est un enfer. Et puis, ça ne fonctionne plus. Si, ça y est, non. Désolé. Et puis surtout, les calls aux API, ça se limite en fait à faire des curls dans tous les sens, donc c'est très rapidement l'enfer. Donc ce qu'on s'est dit, en fait, on veut juste pas de shell. On veut pas de script shell qui se balade un peu à droite à gauche, parce que c'est pas portable en fait le shell. Et donc, on est resté avec cette idée quand même qu'on veut un point d'entrée unique sur sur les actions des environnements tech. Donc, comme je l'ai dit, pouvoir créer des enregistrements, créer des devices, etc. Donc, les avantages de la CLI là-dessus, c'est que c'est contextuel. En l'occurrence, notre CLI, elle nous permet de refléter la stack et les usages réels de cette stack. Elle est universelle, donc elle se veut pouvoir fonctionner sur PC, sur Mac, sur Linux. En l'occurrence, on a du Linux et du Mac. Windows, on n'a pas de personnes qui ont franchi le cap encore. Et surtout qu'elle soit versionnée. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une nouvelle feature qui arrive dedans, en fait, à même titre qu'une autre application, elle est versionnée. On utilise notamment le semantic versioning là-dessus. Donc, à chaque fois qu'il y a de nouveaux ajouts majeurs, elle est publiée. Alors finalement, qu'est-ce qu'on s'est dit comme langage quel langage avons-nous utilisé pour cette CLI? Eh bien, en l'occurrence, nous, on est parti sur Go. Alors, c'est peut-être bizarre de dire ça dans une conférence historiquement de javaïste, mais Go a le gros avantage pour nous d'être cross-platform, son complexité. Donc, si vous avez déjà fait du Go, il est quand même relativement simple de pouvoir builder des binaires, notamment Linux sur Mac et inversement.
Même chose pour Windows, même chose pour Windows. La simplicité de la syntaxe, notamment pour des gens qui sont un peu ops, elle est quand même relativement accessible. Et puis surtout, c'est un langage qui a été fait pour faire des CLI à l'origine, faire des petits programmes. Bon, on a décidé d'en faire des Kubernetes, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, Alors, on a aussi regardé à l'époque Rust, parce que Rust, pour le coup, est quand même plus safe que Go. Sauf qu'en l'occurrence, là, c'est juste une CLI qu'on exécute sur notre poste. C'est pas un truc qui tourne en permanence, donc les fuites de mémoire, on va dire, c'est quand même relativement limité. Et le problème de Rust dans ça, c'est que pour des non-devs, c'est pas forcément, on n'a pas spécialement envie de se faire fouetter toutes les 2 minutes par le compilo qui nous engueule. Il y a aussi beaucoup moins de libs qui sont disponibles pour nos outils. Notamment, on utilise Mass Metal as a Service qui nous permet de déployer nos serveurs via le réseau automatiquement. Ça, il n'y a pas de lib. Netbox, Jira, c'est pareil, la lib, elle est à discuter. Et GitHub, il y a une version GitHub publique, mais pas la version GitHub Enterprise, donc c'est compliqué. Et donc, dans Go aussi, il y a un projet, notamment, qu'on aime beaucoup, qui est Cobra. Cobra, qui est un projet qui vous permet de créer des CLI très facilement. C'est le projet qui est utilisé notamment par Kubernetes, par Docker, par Hugo, par GitHub eux-mêmes, pour leur petite CLI GH. Ce projet, il a une UX qui est super soignée. Donc, en fait, si vous avez déjà utilisé kubectl, kubectl, c'est Cobra qui est sous le capot. Et nous, ce qui est hyper pratique, par exemple, c'est que ça nous permet d'avoir le support le support d'alias. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir des commandes à rallonge très rapidement. Donc souvent on a juste des lettres qui se succèdent. Et puis surtout on peut structurer très facilement sa CLI et la contextualiser, parce que de toute façon il faut écrire du code dans un contexte. Alors pour écrire sa propre CLI justement avec Cobra, en fait ils fournissent une CLI pour le faire. CLIception. Donc vous avez une CLI qui vous permet de créer, de bootstrap en fait un nouveau projet avec toute l'architecture justement nécessaire pour que Cobra puisse fonctionner. Et puis après vous avez encore une autre CLI pour rajouter des sous-commandes. Donc vous allez pouvoir très facilement rajouter des commandes à votre commande Go. Je l'ai dit, notre objectif, c'est de pouvoir automatiser, enfin de remplacer des process manuels, on va dire, par une simple commande. Et bien un truc qui est vachement bien avec Cobra, justement, c'est que vous avez le pré-run, run et post-run. Donc globalement, vous pouvez exécuter des tâches avant, pendant et après, une fois que la commande est exécutée. Donc ça, c'est hyper pratique, notamment s'il y a du traitement spécifique sur des fichiers à faire, ce genre de choses. On génère, par exemple, on bootstrap un nouveau projet, un nouveau repo Ansible. C'est la CLI en fait qui nous crée toute la structure. Mais justement, avec ça, ça nous permet de vérifier que la structure est bien correcte, que le fichier est bien présent, ce genre de choses. Alors en termes de structuration, comment on a structuré le code? Parce que si vous faites du Go, vous savez qu'il n'y a pas de structuration officielle en Go, à l'inverse de Rust. Et ce qui fait que ça peut poser problème parce que d'un projet à l'autre, c'est jamais, on va dire, le même point d'entrée. Le seul point d'entrée équivalent, c'est toujours le main.go, mais globalement, où est-ce qu'on le place, c'est pas vraiment, il n'y a rien d'officiel. Il y a un projet que nous on utilise qui est le Go Project Layout, qui justement donne un peu les grandes lignes justement sur l'organisation de votre code là-dessus. Et donc ça, c'est ce que nous on utilise. Et on le voit ici en fait, hein, on le voit sur le côté gauche. Les différentes commandes notamment. Au niveau de l'organisation du code, comment ça se passe? Donc on a un repo Git pour la CLI complète, mais aussi on va retrouver un repo Git par équipe. C'est-à-dire que dans chaque équipe va maintenir sa propre librairie, parce que c'est elle qui va exposer les commandes, c'est elle qui va pouvoir comme ça rajouter des choses. Et donc c'est le dépôt, on va dire, de l'équipe qui va permettre comme ça de pouvoir rajouter éventuellement de nouvelles commandes. Depuis la version 1.16, dans Go, vous pouvez nativement embarquer des fichiers statiques. Ça, c'est hyper pratique, notamment si vous n'avez pas spécialement envie de passer par les templates pour générer un certain nombre de choses. Donc ça, on l'utilise beaucoup pour bootstrap des projets. Et on utilise aussi notamment le moteur de templating de Go qui fonctionne relativement bien pour, par exemple, quand on crée un nouveau projet Ansible, on lui donne en paramètre, par exemple, le nom de la stack qu'on va chercher à déployer. Et automatiquement, il vient remplir les différents playbooks, ce genre de choses. On n'a rien à faire, hein, c'est lui qui vient remplacer les valeurs au bon endroit.
Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble, sachant que la structure entre la CLI de Deezer et la CLI du Cloud Docker est exactement la même. On va retrouver en premier lieu la commande en elle-même, ensuite la team, donc là en l'occurrence l'équipe infra, le contexte, donc là par exemple la gestion des devices, et à la toute fin l'action. Donc globalement ça c'est un truc c'est verbeux, donc c'est facilement compréhensible par tout le monde, c'est accessible à tout le monde, du moment que vous avez les droits bien évidemment derrière sur les API, et c'est facile à retenir. Donc une commande, une équipe, là normalement j'ai un exemple, mais je ne vais pas le laisser complètement parce que j'ai pas tout le temps. Donc voilà, on voit en fait les différentes actions, l'aide qui est disponible. Voici un petit peu les différentes actions qu'on peut avoir. Nous, par exemple, on va avoir souvent, régulièrement besoin, on va dire, à ce que les utilisateurs puissent créer un nouveau topic Kafka. Eh bien, en fait, il y a une CLI, il y a une commande qui est disponible justement à ce que chaque dev puisse créer lui-même son topic Kafka. Ça envoie un message sur Slack pour que quelqu'un de l'infra valide ou non. Bien évidemment, il y a quand même une part de validation dans tout ça. Mais voilà, les actions sont rendues comme ça possible. Là, en l'occurrence, bah, quelqu'un de l'infra peut lister les sous-réseaux qui sont disponibles, peut lister les différents devices, peut lister les serveurs physiques qui sont gérés par MAS, Metal as a Service. On peut également power off un serveur. Ça, c'est pareil, ça envoie une notification à l'équipe infra, savoir si quelqu'un est d'accord, hein. Ce genre d'action, par contre, vous imaginez bien qu'on ne va pas dire OK, je suis dev, j'ai envie de power off ce serveur. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà. Ce qui est important aussi, c'est que la CLI, c'est bien, les actions, c'est très bien, mais aussi il va falloir pouvoir documenter tout ça, parce que vous imaginez bien que pour pouvoir consommer cette CLI, il faut qu'il y ait de la doc. Et en l'occurrence, il y a la doc qui est directement embarquée par la CLI. Il y a également une librairie qu'on utilise qui s'appelle Mango Cobra, qui permet en fait de générer automatiquement la man page depuis la structuration qui a été fournie que vous avez déclarée dans Cobra, les différentes valeurs que vous avez données dans Cobra. Il va générer comme ça automatiquement la man page. Et puis, naturellement, la commande help qui va vous permettre de vous donner de l'aide sur la commande, mais aussi, nous, on utilise un truc qui s'appelle on a ajouté une commande qui s'appelle, explain, qui, dans un contexte spécifique, va vous expliquer tout le contexte. Donc, par exemple, pour la partie infra, il va vous expliquer tout ce qui est possible de faire, comment ça marche, etc. C'est vraiment pour donner du détail directement dans la ligne de commande. Et puis on a une documentation statique parce qu'on a des devs aussi qui aiment bien quand c'est un peu plus graphique. Donc on a quand même une documentation. En l'occurrence, on utilise un projet de la fondation Rust qui s'appelle MDBook, qui marche très bien et qu'on a pu, d'ailleurs, on a créé une lib qui, en fonction de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à Cobra, il génère automatiquement la documentation aussi également au format Markdown. Au niveau du versionning et release process, comment ça se passe? Bon, c'est assez simple, hein. On utilise, nous, en l'occurrence, Gorelizer, qui est un projet open source qui est relativement classique sur les projets Go, où chaque contributeur va pouvoir contribuer à la CLI, il va pousser son code. On va créer la nouvelle version lorsque c'est nécessaire. Ça va être validé par les équipes, notamment via les merge requests. Une notif sera envoyée sur Slack pour dire qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Donc ça, c'est Gorelizer qui s'en occupe. Et ensuite, après, il publie ça directement, à la fois sur GitHub, sur GitLab, si on reste en interne. Et ça permet à tout le monde d'être au courant qu'il y a une nouvelle version. Et d'ailleurs, dans la CLI elle-même, lorsque vous l'exécutez et que vous n'êtes pas à jour, il vous dit tout de suite, il y a une nouvelle version disponible. Et puis pour ceux qui ne regardent pas forcément Slack, pour ceux qui sont sur Mac notamment d'ailleurs, mais pas que, on utilise l'outil qui s'appelle Jamf, qui permet de faire des déploiements d'applications comme ça. Donc on repackage la CLI et on la déploie sur le parc de Mac que l'on a. On a également le conteneur Docker qui est disponible et les packages deb pour ceux qui sont sur Debian et Ubuntu. On a, avec cette CLI aussi, on a drastiquement réduit, on va dire, le temps d'onboarding, puisque l'onboarding, globalement, il se résume maintenant qu'à installer la CLI, puisque vous avez accès à peu près à toutes les actions. Alors j'exagère, hein, bien évidemment, mais vous avez accès à toutes les actions sur la prod. Et là, en l'occurrence, l'onboarding, par exemple, le premier truc qu'on va chercher à vérifier, c'est s'assurer que, par exemple, on a
toutes les dépendances qui sont installées sur notre poste pour pouvoir commencer à contribuer, que les accès réseau, que les accès aux différentes applications sont bien fonctionnelles aussi, et bien ça, la CLI, en fait, toute la logique là-dessus, métier, a été développée, a été rajoutée dedans, et ça vient faire les vérifications automatiques. Dans l'onboarding, il y a le fait que la documentation est accessible directement dans la CLI, il n'y a pas besoin de chercher à 10 000 endroits. Pour les documentations un peu plus historiques, la CLI permet aussi de faire les recherches aux bons endroits. Donc pour une personne qui vient d'arriver, c'est pas forcément sur quelle plateforme aller regarder. Eh bien la CLI lui permet, avec la commande search notamment, d'aller chercher la documentation, mais pas que, de chercher aussi une information. Typiquement, je cherche le nom d'une machine, il va aller me le chercher dans la CMDB, il va aller me le chercher dans Grafana, ce genre de choses. Ça va configurer l'environnement, vérifier les accès aux outils, etc. En termes de stratégie d'adoption, comment ça s'est passé pour nous, pour que ça puisse fonctionner? Alors le premier truc, ça a été de communiquer. Il a fallu communiquer un maximum, donc déjà de préciser que la CLI était disponible, de faire des démonstrations, et ça je vais revenir juste après. Quand je dis communiquer, il a fallu faire en sorte que tout le monde puisse l'installer, donc la formation. Il a fallu aussi également fournir du support. Donc en l'occurrence, nous, on a 2 canaux. On a un canal qui nous permet de communiquer sur les éventuels ajouts, ce genre de choses, et un deuxième qui est dédié uniquement au support de la CLI. Donc au niveau de l'équipe, quelqu'un peut, s'il y a un problème sur la CLI, il envoie un message dans le canal et quelqu'un regarde et éventuellement fournit de l'aide là-dessus. Donc les démonstrations, donc là c'est d'ailleurs une super démonstration d'IA complètement inutile, avec ce chat qui vole. En termes de démonstration, ça a été le plus gros du travail, c'est globalement pour que ça puisse fonctionner, ce genre de projet. La preuve par l'exemple, il n'y a pas mieux. Et donc, on a fait beaucoup de démonstrations sur, là par exemple, ce workflow-là, historiquement, ça prenait peut-être 30 minutes pour le faire, maintenant ça prend que 2 secondes. J'ai qu'une commande à exécuter. Le renouvellement, par exemple, de certificats, ça prenait une bonne demi-heure pour tout renouveler. Là, maintenant, c'est complètement automatisé. Bon, tout ça c'est bien, mais vous imaginez bien que tout n'était pas rose non plus. Il y a quand même pas mal de choses qui ont coûté en temps, notamment dans le no-shell policy. Le premier truc qui a coûté pas mal, c'est de réécrire tous les scripts. Donc ça a pris pas mal de temps. De former les gens. Donc nous, on utilise un format qui s'appelle les share sessions. Ça a pris aussi pas mal de temps. Et puis gérer les ruptures, parce que les gens étaient quand même relativement bien attachés à leur Python, à leur bash qui traînait à droite à gauche. Donc ça a été assez dur, on va dire, de les emmener vers quelque chose de plus moderne. Bon, le résultat de tout ça, c'est que globalement, on a moins de friction, beaucoup plus d'autonomie, puisque tout le monde parle avec la même CLI. Dès qu'il y a des nouveaux ajouts, dès qu'il y a besoin d'automatiser des choses, c'est dans la CLI. On a permis d'uniformiser comme ça très rapidement tous les workflows, tous les process qui sont à l'échelle, à notre échelle en tout cas, utiles. Et puis donc, améliorer la confiance. Et pour nous, en fait, la CLI est vue comme un symbole de confiance, puisque globalement, chacun maintenant peut contribuer et comprendre et agir surtout sur l'infrastructure, sur le projet, sans stresser, parce que c'est automatisé, c'est dans un environnement contrôlé. Voilà, ça c'est la CLI de Deezer. Côté resto, si jamais on recrute, je passe le message, des devs, des ops, des chefs de projet, tout ce que vous voulez, notamment parce qu'on a un projet en ce moment qui nous prend beaucoup de temps, en plus du Club du Cœur, c'est Cœur IA, qui est notre intelligence artificielle. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir juste après. Il reste 2 minutes pour des questions. Je vous remercie. Et j'ai fini. Oui ? Alors la CLI la CLI en l'occurrence, l'idée c'est que ça soit pour des humains, pas pour de l'automatisation dans une pipeline ou ce genre de choses. Là en l'occurrence, nous elle est vraiment prévue pour que les humains, pour réduire les tâches réalisables uniquement par des humains et qui peuvent pas être faites à travers typiquement l'ajout d'une machine, comme c'est pas quelque chose qui arrive de manière cyclique, on peut difficilement l'intégrer dans une pipeline. Là où justement, avec une CLI, vu que ça c'est un truc qu'on fait par exemple une fois tous les 36 du mois, eh bien on peut le faire beaucoup plus facilement. Oui. Alors,
Oui, ouais, la question c'est comment sont gérés les droits d'accès. Non, tout le monde n'a pas accès à tout. T'imagines bien que sinon c'est un peu le bazar et le RSSI va me tomber dessus. Non, en fait, on a un web service qui est redéveloppé quand même devant, que j'ai effectivement pas présenté ici parce qu'il est tout jeune, qui permet c'est lui en fait qui donne les accès ou pas avec du Airback sur les différents outils derrière. Euh, et donc qui te permet ou pas en fonction de tes droits d'accéder à différents éléments. Sachant que la lecture par contre elle est autorisée partout. Ça c'est un truc qu'on s'est appliqué par défaut, un peu à la sauce Google, hein, où tout le monde peut voir tout à l'intérieur. Bah, nous c'est un peu la même chose, là-dessus on s'est appliqué, tout le monde peut regarder quand même ce qui est fait un peu à droite à gauche. La seule chose c'est que vous pouvez pas faire d'action par défaut si vous n'avez pas les droits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Ouais. Alors, globalement, la question, si j'ai bien compris, du coup, c'est bon, le projet est relativement jeune chez nous, mais s'il y a des choses qui fonctionnent pas, comment on vérifie que ça n'a pas fonctionné? Euh, alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est on n'automatise pas tout non plus. Il y a pas mal de choses, notamment la création des clusters Kubernetes, ce genre de choses. Ça, c'est pas du tout intégré dans la CLI. Effectivement, je l'ai pas précisé ici dans la conférence, mais l'idée, c'est que la CLI, c'est pour automatiser des petites tâches qui peuvent prendre du temps, mais des petites tâches. Créer un cluster Kubernetes, c'est loin d'être une petite tâche. Euh, donc ça, on va plutôt laisser les outils qui sont concernés pour ça, notamment Terraform, pour pouvoir déployer ça sur OpenStack ou ce genre de choses. On va laisser faire avec cet outil-là. Et d'autant plus qu'en plus, la CLI, la seule chose qui va fournir là-dessus, c'est un template, on va dire, de projet Terraform pour pouvoir créer ce cluster. Elle ne va pas le faire à ta place. Après, ça, c'est une décision de notre part, hein, bien évidemment. Oui. Alors la question, c'est est-ce que ça peut générer plus d'erreurs parce que avec l'accès plus facile, on va dire, aux différents. Alors dans les faits, nous, la CLI, ça fait à peu près 2 ans qu'elle est en place. Non, au contraire, ça réduit, on va dire, les erreurs parce que la grande majorité des actions sont pas documentées et la documentation, les gens lisent pas entre les lignes. Là, en l'occurrence, ils exécutent la commande. S'ils ont les droits, ils peuvent le faire. S'ils n'ont pas les droits, ils le font pas. Et pour les trucs qui vont demander un peu plus de droits, ça va forcément demander une validation auprès d'une équipe. Notamment, par exemple, créer un nouveau device, ça va demander une validation au niveau de l'infra. Donc c'est pas automagique. Il y a tout ce processus-là, effectivement, que j'ai pas eu le temps de vous présenter ici, puisque normalement, cette conférence est censée durer 45 minutes. Mais effectivement, oui, non, il y a quand même des garde-fous. Ouais, la prochaine question, ça sera. Enfin, je suis disponible après si vous le souhaitez. Bah, merci beaucoup en tout cas.